Salut à tous. Ok, qui a changé la musique? Bon, je suis le Fossoyeur et aujourd'hui j'ai déterré pour vous un sujet de premier plan. Celui des acteurs de second plan. Ces gens, on les appelle les seconds couteaux. Contrairement à la star que tout le monde connaît à moins de vivre dans un bunker en orbite autour de Pluton, le second couteau est généralement un acteur ou une actrice qui ne s'illustre quasiment jamais dans des premiers rôles. Le second couteau n'a jamais réellement occupé le devant de la scène, soit pour des raisons purement commerciales, les têtes d'affiche doivent souvent correspondre à des critères physiques ou à des impératifs de succès bien précis, soit tout simplement en raison de ses choix de carrière, qu'ils soient assumés ou malchanceux. Enfin, de là à parler d'injustice, il y a certains seconds couteaux qui font de très belles carrières en marge du star system. Parfois, c'est même précisément ce statut qui leur donne la liberté de développer leur talent tout en gardant leur originalité. Le second couteau a généralement un charisme particulier. Certains sont cantonnés à un type de rôle bien spécifique qu'ils déclinent tout au long de leur carrière. Comme par exemple Eric Roberts, le frère de Julia, spécialisé dans l'archétype du méchant mafieux calme, cruel et élégant, ou encore Lee Ermey qui depuis son rôle du sergent Hartman dans Full Metal Jacket n'a quasiment joué que des figures de l'autorité. Ces seconds couteaux ont ce qu'on appelle communément une gueule, et c'est cette gueule qui leur donne aux yeux du public des affinités pour certains personnages. Les gueules, c'est... comment dire... Ce sans quoi les castings de Sergio Leone ressembleraient probablement à ça. Paradoxalement, malgré la présence marquante des seconds couteaux, le grand public se souvient très rarement de leur nom ou même des films dans lesquels ils ont été vus. Un peu comme un candidat de télé-réalité donc, mais avec le talent en plus. Ça doit être pratique pour les directeurs de casting d'ailleurs. Bon, on a besoin de quelqu'un là pour le rôle du cuistot. Vous avez demandé à machin le mec là qui joue dans... si, il a des cheveux. Tu vois qui c'est? Non? Il est pas libre? Je sais pas, demandez à l'autre là, John, bidule. Souvent non reconnu à sa juste valeur, le second couteau devient une sorte de trésor caché pour les cinéphages chez qui il bénéficie d'une énorme cote d'amour. En grand admirateur de second couteau, je me suis souvent demandé quels étaient les plus marquants et j'ai donc décidé aujourd'hui de faire un classement de mes 10 favoris. Pourquoi 10 me direz-vous? Alors pour établir ce classement, j'ai dû faire certains choix cornéliens. Il y a tellement de possibilités de second couteau mémorables que j'ai dû établir certaines règles. Première règle, me focaliser sur le cinéma américain. Et pourquoi donc? Ça te regarde? Simplement parce qu'il faut bien commencer quelque part, donc je parlerai surtout d'acteurs et d'actrices issus du cinéma de genre hollywoodien des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Deuxième règle, ce que j'ai appelé le facteur wow. Il y a de très bons seconds couteaux que je n'ai pas sélectionnés, tout simplement parce que pour moi, ils n'ont pas le facteur wow qu'ont ceux que j'ai mis dans le classement. Joe Pantoliano par exemple. Mais si, Cypher dans Matrix, Ralph dans Les Sopranos, Teddy dans Memento. Bref, j'aime beaucoup cet acteur, mais je ne trépigne pas à chaque fois qu'il entre dans le champ. Ceux que j'ai mis dans le classement, c'est ceux dont l'apparition à l'écran me provoque une réaction du type ou bien par ma barbe, ou encore Troisième règle, parler des seconds couteaux qui sont encore des seconds couteaux. J'ai exclu certains acteurs qui ont longtemps été des seconds couteaux de luxe, mais qui sont devenus trop célèbres pour continuer à figurer dans cette catégorie. Danny Trejo par exemple, il aurait pu être encore considéré comme un second couteau il y a quelques années, mais depuis Machete, tout le monde le connaît. Je précise que ce classement est bien entendu complètement subjectif et lié à ma propre expérience de cinéma. J'ai donc fait certains choix très arbitraires et certains seconds couteaux cultes, comme Charles Napier ou Gary Busey par exemple, n'y figurent pas, tout simplement parce que j'ai grandi avec certains films et pas avec d'autres. Le facteur générationnel joue beaucoup. Il est donc temps de commencer ce classement. Vous êtes prêts? Voici le top 10 des meilleurs seconds couteaux du cinéma américain. Numéro 10. Michael Berryman. Je parlais un peu avant des seconds couteaux qui possèdent des trombines mémorables, et dans le royaume des gueules, l'un des princes s'appelle Michael Berryman. Berryman n'a pas une filmographie si longue que ça, si on enlève toutes ses apparitions qui relèvent presque de la figuration, mais son physique et sa présence sont tellement marquants et uniques que sa trogne est devenue quasi instantanément iconique dans le cinéma de genre. Et ce côté iconique, il le doit surtout au personnage de Pluton qu'il a interprété dans le mythique La Colline à des yeux, une des pierres angulaires du cinéma de Wes Craven, dont le visage de Berryman est devenu le visuel principal. Michael Berryman, c'est un peu la malédiction du second couteau à gueule mémorable qui a trouvé le rôle de sa vie. Trop bon dans le personnage, donc condamné à y rester figé pour toujours. Bon, faut reconnaître qu'avec la tête qu'il se paye, c'est un peu difficile pour lui d'être un acteur caméléon. Mais merde quoi, je sais pas, ça botte personne de le voir dans un Woody Allen? Quoique, je dis ça, mais il a quand même joué dans un Claude Lelouch. Et ceci n'est pas une blague. No, no, no. Numéro 9. Kim Coates. Kim Coates, c'est un regard bleu acier qui ferait pleurer Daniel Craig de honte. Ce regard, c'est une espèce de contraste étrange entre la violence froide et la douceur, et ceux qui ont regardé la série Sons of Anarchy savent de quoi je parle. Avec ce visage trouble et complexe, Coates a pu avoir accès à beaucoup de types de personnages, depuis des paumés violents jusqu'à des flics violents en passant par des survivants violents. Oh, j'ai décelé le rapport entre Kim Coates et violence.
Kim Coates, c'est le genre de présence insaisissable qui ne peut tout simplement pas passer inaperçu, même au second plan, même dans des films oubliables, même avec des rôles inconsistants. Même dans Skinwalkers. Numéro 8. Bill Duke. Bill Duke, comment expliquer? C'est ça. Des questions? Numéro 7. Linda Hunt. Pour moi, Linda Hunt, c'est avant tout deux rôles marquants. Dans Silverado, où elle joue Stella, et dans Dune, où elle incarne la mystérieuse Chadut Mapes. Sans oublier qu'elle a aussi remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle en 1984 grâce à l'année de tous les dangers de Peter Weir. Je me suis rendu compte, après avoir constitué ce classement, qu'il contenait peu de femmes. Bon, bien sûr, encore une fois, c'est un classement très subjectif lié aux films qui ont pu me marquer, mais aussi peut-être qu'il y a tout simplement très peu de place dans l'industrie du film pour les physiques féminins qui diffèrent des normes de beauté mainstream. En dehors d'exceptions du type Rossi de Palma, la pression sociale et les impératifs esthétiques différents selon le genre permettent hélas moins aux actrices avec des physiques originaux de s'imposer dans des rôles marquants. Dans ce contexte très calibré, Linda Hunt fait donc figure d'exception assez géniale, même si les années 2000 l'ont vu progressivement se déporter vers la télévision plutôt que vers le cinéma, ce qui lui a permis de montrer au passage qu'avec un peu de talent, bah ouais, Fort Boyard n'est pas la seule solution. Je n'approuve pas cette blague! Avec son magnétisme atypique et plein de bonhomie, Linda Hunt a donc, grâce à quelques rôles phares, marqué définitivement les esprits du grand public. Dont le mien. Numéro 6. William Fichtner. Mais oui, vous savez, William Fichtner, le banquier super vénère au début de Dark Knight qui attaque le Joker et ses hommes au shotgun. Faut pas emmerder Fichtner. Récemment vu dans Wrong de Quentin Dupieux, Fichtner c'est un mec qui trimballe sa gueule d'ange toxicomane de film en film en étant systématiquement super cool. Alors un film cool comme Helldriver où il partage l'affiche avec Billy Burke, une autre quintessence du mec à la cool, c'est juste un cocktail de cool trop cool pour être vrai. Le film dégouline de cool. Fichtner et Burke, ils éclipsent presque la perruque de Nicolas Cage, et ça c'est fort. Bref, même si j'ai pendant un temps hésité avec Billy Burke pour cette 4ème place, mon choix s'est porté sur Fichtner, tout simplement parce qu'en jouant des gueules marquantes au second plan dans bien plus de films connus que Billy Burke, il correspond à mon sens encore mieux à la définition du second couteau en étant devenu une silhouette bien plus familière, bien que souvent anonyme, pour le grand public. Numéro 5. Dean Stockwell. Alors, Dean Stockwell, il est surtout connu du grand public pour son travail à la télévision, notamment sur des séries cultes comme Code Quantum et Battlestar Galactica. La version des années 2000, pas l'ancienne des années 70 avec les brochings de l'espace. Mais Stockwell, c'est aussi une énorme présence dans beaucoup de films, dont Blue Velvet, The Player, Air Force One ou encore Dune. Et là vous vous demandez, mais est-ce qu'il va nous foutre la paix un jour avec Dune? Non! Stockwell, c'est le second couteau qui a l'air de s'amuser tout le temps, dans toutes les circonstances, quel que soit le film, quel que soit le rôle. Que ce soit un chef-d'œuvre ou un navet, il s'éclate pareil, avec cet air de ne pas y toucher et cette manière de dire des répliques au 24e degré avec le plus grand sérieux. Ça donne un cocktail assez particulier, une présence qui est à la fois inquiétante et roublarde. En regardant Stockwell, on ne sait jamais trop sur quel pied danser, et c'est précisément ce qui fait de lui un acteur dont on ne se lasse jamais. Numéro 4. Elias Koteas. Elias Koteas, c'est Casey Jones dans les Tortues Ninja. Il faut que je rajoute quelque chose, c'est ça? Vraiment? Bon, ok. Alors pour contextualiser, il faut savoir qu'il y a certains seconds couteaux qui sont systématiquement effrayants. Je prends un exemple, Jackie Earle Haley, qui s'est notamment illustré en jouant Rorschach dans Watchmen et Freddy dans le remake des Griffes de la Nuit. Elias Koteas, lui, il réussit la prouesse d'avoir ce côté ultra flippant, il suffit de voir Crash de Cronenberg ou Shutter Island de Scorsese pour saisir l'ambiguïté énorme du bonhomme, mais en y apportant aussi d'autres facettes très nuancées, ce qui a ouvert sa carrière sur plein de rôles différents. Je ne vais pas en faire une liste qui serait interminable, mais je prends pour exemple le personnage de Monsieur Gâteau dans L'étrange histoire de Benjamin Button, rôle très petit mais mémorable. Le visage de Koteas donne l'impression d'avoir été marqué par cette complexité en devenant de plus en plus buriné au fil des ans, ce qui a aussi fini par le faire étrangement ressembler à une version chauve de Robert De Niro. Je sais pas pour vous, mais moi après la bande-annonce de Shutter Island, j'étais persuadé que De Niro jouait dans le film. Non mais regardez. Doppelgangers. Numéro 3. Crispin Glover. Crispin Glover, c'est le type de gars qui a l'air sympa de loin, mais dès qu'il s'approche, tu commences à te demander si les flics vont arriver à trouver toutes les parties de ton cadavre.
Non mais ce regard, le genre de regard qui fait passer le juge Doom pour le mec bien dans ses pompes. Bon, Crispin Glover est surtout connu pour avoir joué George McFly, le père de Marty dans Retour vers le futur, mais il s'est aussi illustré dans pas mal d'autres rôles. Notamment dans Sailor et Lula, Gilbert Grape, Larry Flint ou encore les Doors où il joue ni plus ni moins qu'Andy Warhol. Un peu avant, j'ai dit qu'un second couteau est la plupart du temps un acteur de second plan. Il y a toutefois quelques exceptions. Crispin Glover, par exemple, c'est aussi le personnage principal de Willard, un film d'angoisse injustement méconnu qui exploite à fond son étrangeté quasi schizophrénique. Ce talent pour l'originalité est tel qu'il a permis à Glover de jouer également dans un film aussi vide et bariolé jusqu'à la gerbe que Charlie's Angels, en parvenant à créer, sans aucun dialogue, un personnage ultra bizarre et inquiétant. Ça, c'est l'effet Crispin Glover. Où que vous le mettiez, un snuff movie ultra obscur ou un blockbuster calibré pour gamins sous perfusion de Disney, Glover restera encore et toujours Zarb. Numéro 2. Brad Dourif. Brad Dourif, j'ai hésité pendant un bon moment à le mettre en première place. C'est un acteur à la fois incroyablement bon et incroyablement dérangeant, qui s'approprie tous ses rôles avec un style unique. Surjoué, diront certains, mais c'est sa marque de fabrique qui a d'ailleurs fait certains émules, dont le très bon et trop rare Jeremy Davis. Pour ses rôles les plus connus, Brad Dourif c'est surtout Grima Langue de Serpent dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi la poupée tueuse Chucky dans la série des Chucky. Pourtant, il s'est aussi illustré dans d'autres films marquants, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou L'Exorciste 3 de William Peter Blatty, film assez injustement méconnu qui contient de vrais moments de flip juste ultimes. Brad Dourif a d'ailleurs fait une apparition dans un épisode de la première saison de X-Files où il tient un rôle très proche de son personnage dans L'Exorciste 3. Un type à la fois fou, mystique, manipulateur et dangereusement intelligent. Bref, la routine pour Dourif. Même quand il joue un type normal, comme son apparition dans le remake d'Halloween par Rob Zombie, le mec est mémorable. Brad Dourif a un talent incroyable pour doser habilement ses performances, ce qui l'amène à flirter constamment avec la limite du ridicule, tout en restant dans la zone du génie. Comment il fait ? Et le numéro 1 de ce classement des seconds couteaux est... Michael Ironside. Michael Ironside, c'est un peu la Rolls-Royce des seconds couteaux. C'est un des méchants les plus mémorables du cinéma de genre américain. Un charisme incroyable, une gueule d'enfer, une voix d'outre-tombe et l'air d'avoir constamment envie de tabasser des bébés phoques. J'ai pour ma part découvert Michael Ironside en 1997 quand mon père m'a amené au cinéma voir Starship Troopers de Paul Verhoeven. Au milieu de toutes les têtes de mannequins du casting, il y avait ce personnage d'instructeur vieux de la vieille, une gueule cassée qui a perdu un bras au combat. Je me suis donc tourné vers mon père et lui ai naturellement demandé... Mon cher papa, sauriez-vous me dire ce que Jean-Pierre Bacri fait dans ce film ? Non mais sérieusement, la ressemblance est troublante et elle ne se limite d'ailleurs pas à Bacri. Michael Ironside, c'est un peu comme si Bacri et Jack Nicholson avaient eu un gosse, qu'ils en avaient eu trop peur pour s'en occuper, qu'ils l'avaient jeté aux loups et que les loups avaient flippé à leur tour. Ironside, pour ainsi dire, c'est le genre de figure paternelle qui doit pas être évidente à gérer. Avec ce charisme écrasant, il est l'incarnation du second couteau dans toute sa flamboyance, capable de voler n'importe quelle scène aux vedettes de n'importe quel film. D'ailleurs, son personnage dans Starship Troopers était une bonne introduction à l'une des grandes passions de Michael Ironside au cinéma. Perdre des membres ! Rien que la zone de ses bras, il se l'a fait mutiler voire complètement arracher dans pas moins de 4 de ses films. Les 2 bras dans Total Recall, le bras gauche puis les jambes dans Starship Troopers, le bras gauche dans The Machinist et le bras gauche dans Guy X. Michael Ironside, c'est quoi ton problème avec ton bras gauche ? Parce que là, c'est quand même un peu... désarmant. Pour ses rôles les plus célèbres, Brad Dourif c'est surtout Grima Langue de Serpent dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi la pupée. Oh mon dieu, je cabotine.